Donc Brieux, il va se présenter aussi. Ça, peut-être que tout le monde ne le connaît pas. Alors, bonjour à tous. Donc, Brieux Ménager, je suis arrivé à la Chambre en tant que conseiller viticole il y a un an, pile poil. Là, je vous fais une petite présentation, donc uniquement théorique sur le désherbage électrique. On voulait faire venir la machine, ça a été compliqué. Donc bon, on va faire comme ça, théorique. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je pourrais peut-être pas répondre à tout, mais je ferai de mon mieux. Alors, comme a dit Cyril en introduction, pourquoi le désherbage électrique? Pourquoi on a choisi ce thème-là? C'est pas pour vous montrer une innovation qui vient de sortir forcément juste pour être dans la vague, mais c'est pour répondre à la question un petit peu aux alternatives du désherbage chimique, parce qu'on sait que d'un point de vue réglementaire, ça change, notamment sur le glyphosate. Donc, il va falloir penser à trouver des alternatives crédibles. Et puis, il vaut mieux commencer à y réfléchir maintenant. Donc, un petit point sur le glyphosate, là, juste pour un rappel un peu technique. Bon, c'est une décision de l'ANSES qui autorise les produits sur le marché, qui autorise maintenant les produits à base de glyphosate à hauteur de 450 grammes par hectare et par an. Donc, c'est ce qui est marqué sur l'étiquette qui fait foi. Avec des dérogations donc pour les parcelles caillouteuses, très pentues et vignes-mères. Donc pourquoi rechercher une alternative encore? Parce qu'il y a des phénomènes de résistance avérés, notamment avec le glyphosate. Pour diminuer son impact environnemental, donc diminuer ses IFT, notamment si vous voulez passer HVE ou lié aux normes environnementales, les certifications environnementales, c'est une clé qui est importante. Pour éventuellement le passage en bio, donc il faut trouver une alternative au désherbage chimique. C'est possible de passer par le désherbage électrique pour passer en bio aussi. Et ensuite, répondre aux attentes des consommateurs, comme on a vu ce matin sur la communication positive. Les consommateurs sont inquiets ou réfléchissent beaucoup par rapport aux pratiques agricoles. Donc ça peut être un atout. Et enfin, pour la santé humaine et l'environnement, santé humaine du consommateur, mais aussi de l'applicateur. Et puis en fait, pour l'environnement en général. Donc du coup, on se retrouve devant tout un tas d'alternatives possibles. Je vais vous en présenter quelques-unes les plus connues avant de faire un focus après sur le désherbage électrique. Donc le premier, on va dire, la première alternative, c'est les produits de biocontrôle. Donc le Beluca, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un produit désherbant qui compte pas comme IFT. C'est un produit uniquement de contact. Bon, son efficacité est quand même moyenne. On voit sur le graphique là que on arrive au bout de 3 semaines. On arrive à quelque chose de semblable aux témoins non traités. Donc voilà, l'efficacité est quand même assez limitée, surtout sur des plantes un peu plus vivaces ou un peu plus ligneuses. Donc voilà. Et l'autre problématique, c'est son coût aussi, qui est quand même. C'est un produit qui est relativement cher pour une efficacité moyenne. Mais bon, après, c'est une technique qu'on connaît bien. Il n'y a pas besoin d'acheter du matériel parce qu'on l'a déjà en général sur l'exploitation. Bon, voilà, ça peut être une option et ça peut rentrer aussi dans un itinéraire mix d'alternatives. En alternative encore, on a le désherbage thermique. Voilà, ça a été utilisé il y a quelques années un petit peu. Ça a été vite abandonné parce que il faut entre 4 et 6 passages une vitesse de 2-3 km/h. Ce qui fait que c'est assez problématique, c'est un peu long à mettre en place. C'est aussi très cher, on est autour de 120 € l'hectare du passage, donc c'est vous voyez, entre 4 et 6 passages par an. Donc ça fait une technique qui est quand même assez onéreuse pour une efficacité moyennement durable. Et le prix du matériel qui est important. L'autre problématique aussi, c'est du gaz qu'on brûle, hein, donc d'un point de vue environnemental et puis même pour les consommateurs, là on commence à regarder de près les gaz à émissions à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, là on n'est pas forcément dans la bonne mouvance, quoi. En autre alternative, on a des alternatives à base de feutres végétaux. Donc là, ça existait pendant un temps des feutres plastiques qui restaient dans les vignes. Voilà, en termes d'image, là c'était pas au top. Maintenant, on a des feutres végétaux, donc 100% sans solvant, juste en toile de jute. La mise en place se fait surtout à la plantation avec une dérouleuse. Ça peut se mettre aussi à la main entre les ceps implantés. L'intérêt, c'est d'étouffer complètement le couvert végétal.
Ça tient 3 ans en place globalement. Donc voilà, ça peut être intéressant, mais l'intérêt aussi, c'est que ça améliore la structure du sol. On a un sol qui est vachement plus poreux, plus humide en dessous, beaucoup plus de vie de macrofaune, notamment les lombrics. Bon, la problématique, c'est que ça se dégrade en 3 ans, ça veut dire qu'au bout de 3 ans, il n'y a plus rien. Donc il faut faut retrouver une autre solution, soit en remettre, soit trouver autre chose. Et aussi, du coup, c'est le temps de mise en place, parce qu'on considère pour les... Alors ici, là, sur une dérouleuse, on est à 1 à 2 hectares par jour pour pouvoir le mettre en place, mais sur vigne en place, on est plutôt 3 mètres à la minute, et encore, c'est un peu optimiste. Donc vous voyez le temps que ça peut prendre pour faire 1 hectare. Enfin, on a l'alternative au désherbage chimique la plus connue, c'est le travail du sol. Bon, bah là, ça revient très fort, parce que du coup, c'est quelque chose qu'on maîtrise de plus en plus. Donc c'est très, très climato-dépendant. Là, en ce moment, on avait une période où on pouvait bien travailler. Même la pluie qu'il y a eu la semaine dernière, les sols commencent à durcir un peu, ça devient moins facile, notamment sur les sols plus lourds. Faible vitesse de travail, donc après, suivant les outils, l'intérêt de cette technique, c'est qu'il y a maintenant un grand nombre d'outils sur le marché, donc on peut compiler pour essayer d'avoir l'itinéraire technique le plus efficace possible. Mais quoi qu'il en soit, la base, c'est qu'on considère qu'il faut un tracteur avec un chauffeur pour 15 hectares. C'est donc du temps de passage. Et un chauffeur, le chauffeur, ça se trouve pas comme ça non plus, un chauffeur expérimenté. Bon voilà, problématique de main d'œuvre qu'on a un peu dans le Loir-et-Cher aussi, ça peut poser des problèmes. Donc ensuite, là, on se pose souvent la question quand on commence le travail du sol, c'est la baisse de rendement qu'on peut avoir sur les premières années, parce qu'effectivement, si on a une vigne qui est désherbée depuis 20 ans, 30 ans, chimiquement, les racines n'ont pas plongé, et du coup, quand on vient travailler le sol, on a tendance à casser, abîmer ces grosses racines, et la vigne a du mal à s'en remettre. Donc il faut raisonner, faut bien réfléchir comment on va procéder, quel outil on va utiliser, avec quelle profondeur on va travailler pour justement pas abîmer ces parcelles-là plus vieilles. Donc voilà, ça a pas mal d'avantages, le travail mécanique, ça ameublit le sol, ça permet de faire mieux rentrer l'eau quand il y a des grosses pluies, etc. Mais voilà, ça a des problématiques techniques, économiques et humaines qui peuvent être embêtantes. Donc voilà, je vais vous faire un point du coup sur le désherbage électrique. Donc à l'heure actuelle en France, il n'y a qu'une société qui produit ça, c'est Asso. Donc malheureusement qui n'ont pas pu venir faire la présentation de leur machine. On espéra qu'un jour on la verra. Je vais commencer par le principe de fonctionnement de la machine. En fait, on a une génératrice d'énergie qui est placée à l'arrière du tracteur, qui est branchée sur la prise de force. Donc c'est la prise de force qui alimente la génératrice pour créer l'énergie. Cette énergie est envoyée alors soit à l'avant, maintenant ils ont des modèles qui se mettent directement à l'arrière tout en un. Donc à l'avant sur un applicateur. Donc en fait la machine, l'intérêt c'est qu'on a des électrodes positives et négatives. Donc les positives à l'avant vont envoyer du courant dans la plante. Ce courant va passer par toute la plante dans les racines et va ressortir par l'électrode moins. En fait, ce qui fait que du coup, on a un désherbage vraiment efficace. Efficace pour comment ça marche. Du coup, en fait, on envoie le courant électrique dans la plante de par ses feuilles, en général. C'est partie aérienne, quoi, globalement. Et du coup, en fait, on va électrifier toute la plante jusqu'aux racines. Donc voilà, ça détruit toutes les cellules, en fait. Ça détruit les cellules. Et du coup, la plante est complètement cramée, quoi. Toujours sur le principe de fonctionnement, un peu le côté plus pratique, il faut avancer de 1 à 4 km/h globalement pour être efficace, sachant que sous les 1 km/h, la machine elle se met en sécurité, du coup elle ne s'active pas, elle ne peut pas fonctionner sur place en fait, on est obligé d'avancer. La société nous dit qu'on peut aller jusqu'à 7 km/h. Bon, il faut savoir que moins on va vite, plus on a un temps de contact qui est long sur les adventices. Donc plus l'efficacité est bonne. Donc en général, l'IFV a fait des essais là, depuis 2019, et eux ils préconisent plutôt en moyenne autour des 2 km/h et demi pour faire le passage.
L'IEV toujours préconise 3-4 passages par an, donc c'est un nombre de passages qui est un peu élevé mais qui reste correct, suivant notre besoin d'avoir une parcelle propre. Ce qui est important, c'est toujours un peu comme le chimique, c'est le premier passage, c'est celui qui va déterminer le ton, là, qui va montrer le ton sur tout le reste de la saison. Donc comme je vous disais, le montage est production d'énergie par la prise de force à l'arrière. Donc il y a un montage avant qui permet d'aller dans des vignes un peu plus larges, entre 1m60 et 1m70, à partir de cet écartement-là. Le montage à l'arrière est plus contraignant parce qu'il oblige à passer à partir de 1m90. Donc ça, bon, pour l'instant, on a moins de vignes de cet écartement-là, mais la société est en train de créer un système sur enjambeur pour passer en vigne à plus haute densité. Donc voilà, voir l'intérêt que ça peut avoir derrière. En termes de puissance électrique, la génératrice envoie 6000 volts. Donc après, c'est couplé avec 5 ampères. Ça envoie 3000 watts par électrode, du coup. Donc voilà un petit peu d'un point de vue technique. Donc ça, c'est une photo de la machine avec montage à l'arrière. Donc ce qui est assez intéressant pour la conduite. Donc la génératrice derrière, qui est quand même un peu imposante, elle fait 1 tonne 2. Enfin, la machine fait 1 tonne 2. Et ici, on a un système donc les électrodes en vrai, quoi, du coup. Donc c'est des pales en caoutchouc, un petit peu semi-rigides, qui viennent ramper sur le couvert. Donc avec un système intercept aussi pour venir passer entre les ceps. Ouais, donc ça c'était un schéma un peu plus technique, mais globalement ça reprend ce que je viens de vous dire. Ça, voilà un schéma en fait de la partie électrode vraiment avec les électrodes positives devant, comme ça. Donc ça, tout le reste du carter en fait est isolé. Toutes les pièces de la machine sont complètement isolées. Donc un point de vue sécurité, normalement, on est au poil. Et là, il y a un système escamoteur avec les électrodes négatives. Et du coup, le courant passe de la positive par le sol à la négative et ça brûle tout ce qui est sur son passage. Donc l'intérêt, c'est quand même avoir une action systémique. C'est une des seules alternatives avec une action systémique. Quand je dis systémique, ça veut dire que ça descend jusqu'aux racines, ça détruit toutes les racines aussi. Donc c'est quand même efficace à long terme. Ils ont l'air d'annoncer que c'est une efficacité semblable au chimique. Donc voilà, après, il faut voir les conditions de passage aussi, il faut qu'elles soient optimales. Je vais revenir après dessus. Donc voilà, c'est ce que je viens là. Donc là, il y a une petite vidéo pour vous présenter en fait tout ce que je viens de vous décrire pour l'instant. Sur une petite vidéo schématique. Ok, donc là, voilà, ça reprend globalement ce que je viens de vous dire. Donc ça, c'est le petit schéma qui était sur la présentation, vous l'avez vu rapidement en haut à droite. En fait, ça permet de comparer les différentes techniques de désherbage et de voir l'efficacité par rapport à la profondeur sur les racines. Donc là, en premier, on a l'infrarouge ou le laser et à côté l'air chaud. Donc voilà, on voit que ça descend sur quelques centimètres. L'eau chaude qui descend un peu plus, le travail mécanique qui reste superficiel. De toute façon, l'idée, c'est de le garder de façon superficielle.
Et enfin, le chimique et le désherbage électrique, ils estiment que ça descend jusqu'au bout des racines, l'un comme l'autre. Donc, je vous parlais des conditions optimales pour passer ce genre d'outils. Sur la partie aérienne de la plante, ça va être surtout en fait l'âge de la plante, parce que une plante qui vieillit possède plus de lignine dans ses cellules. La lignine, c'est vraiment le bois dur, on va dire entre guillemets. Il y en a aussi dans les adventices tendres. Et la lignine, en fait, c'est un isolant. Donc l'efficacité électrique est bien moindre. Ensuite, il y a la hauteur de la partie aérienne. Sa teneur en eau, on estime qu'il faut en fait passer pour des conditions optimales sur des adventices qui ne sont pas secs. L'optimum, c'est avec un peu de rosée, et de rosée du matin, et du coup l'efficacité est meilleure. Et ensuite, il y a l'architecture des feuilles. Donc plus il y a de feuilles, de grandes feuilles, plus il y a de surface de contact, plus il y aura d'énergie envoyée dans la plante, donc plus ça sera efficace. Par rapport à la partie souterraine, en fait c'est le système racinaire qui va dépendre de l'efficacité. Un chevelu racinaire est plus vite cramé qu'une grosse carotte. Pareil, toujours la teneur en eau. Et enfin, par rapport aux paramètres du sol, ce qui est important, c'est le taux d'humidité. Parce que si on a un sol qui est trop humide, l'énergie a tendance à partir dans le sol et moins se concentrer dans la racine de la plante, ce qui fait que l'action systémique est moins efficace. Donc ça, c'est plus les conditions qui influent l'efficacité, plus d'un point de vue global. Donc c'est un peu ce qu'on vient de dire, la genèse des adventices. De toute façon, ça, peu importe la technique qu'on va utiliser, ça sera toujours primordial. Il y a aussi l'effet parapluie, ça c'est le petit truc en plus. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce terme-là, qui est un terme en écologie qui n'a rien à voir avec ce qu'ils veulent dire. Mais là, je pense que c'est l'effet, en fait, si vous avez des plantes avec des grosses feuilles qui couvrent un couvert qui est plus en dessous, le couvert qui est en dessous va être protégé du coup par les plantes qui sont au-dessus. Ce qui est important, c'est une vitesse de travail lente, comme on l'a dit. Donc ça, c'est vraiment la base en fonction du couvert que vous avez. Donc il faudra adapter la vitesse de travail. Et puis après, le taux d'humidité dans le sol, élevé ou moins élevé, c'est un peu les conditions. Donc là, l'IFV, du coup, fait des tests depuis 2019, là, du côté de Gaillac. Donc là, on voit le passage, et 17 jours après, on voit en fait qu'ils ont traité là un demi-rang, et ici, l'autre demi-rang, ils l'ont pas traité. Donc la photo à côté, c'est un peu la même chose, c'est le rang traité à gauche et le rang non traité à droite, au bout de 17 jours. Donc on voit que là, il n'y a pas de repousse, c'est une efficacité qui est quand même assez intéressante. Au niveau de l'électrocution, il y a des photos de dégâts sur chardon. Donc là, on voit c'est la plante juste au moment où elle est touchée. Et au fur et à mesure des heures, en fait, on arrive à quelque chose de complètement desséché. À la fin, en fait, en une journée, c'est cramé, quoi. Alors ça, c'est des essais sur pommes de terre, parce que cette entreprise-là n'avait pas commencé à travailler dans les vignes, mais travaillait en maraîchage et en culture spécialisée, notamment. Donc pour le désherbage des pommes de terre, là, on a le témoin à côté qui n'a pas été traité. Là, ici, c'est un passage avec du Reglone à 1,5 litre, et ici, à droite, le passage avec la machine. Donc on voit, ça semble relativement semblable, quoi, comme efficacité. D'un point de vue sécurité, parce qu'on se pose la question aussi, parce que c'est des puissances électriques qui sont assez fortes, globalement, il faut une petite formation au moment où vous achetez la machine pour respecter les gestes simples de sécurité. La machine est reliée à un ordinateur de bord qui détecte tous les défauts, toutes les surtensions, ce genre de choses, les démarrages de feu s'il peut y avoir. Donc assez bien par rapport à ça. Et en fait, toutes les pièces sont isolées. Donc il n'y a que les électrodes qui sont conductrices. Et il me semble qu'on peut mettre un cache autour, un gros cache en plastique autour pour assurer la sécurité.
Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne fonctionne pas à l'arrêt, donc on est obligé d'avancer. Que dire de plus? Si, en termes de sécurité aussi, l'IFV, on fait des essais sur les piquets électriques ou les fils porteurs au sol. Donc c'est vrai que quand vient la question, il nous faut une réponse là-dessus. Donc normalement, la machine, elle n'est pas faite pour toucher les piquets. Donc ils ont forcé un peu le truc, ils ont quand même essayé de toucher des piquets. Et en fait, quand les piquets sont touchés, ça envoie la décharge en fait dans le sol directement. Il y a une prise à la terre et donc il n'y a pas d'impact. Donc pour finir, je vous ai fait un petit comparatif entre le travail du sol et le désherbage électrique, parce que le travail du sol, c'est la chose qu'on entend le plus parler actuellement. Donc dans les deux cas, il n'y a pas d'IFT, donc pour le passage en HVO, ce genre de choses. Travail du sol, c'est moyennement onéreux, donc suivant travail du sol, c'est très dépendant de votre itinéraire technique que vous allez employer, quel type d'outil et à quelle vitesse. L'intérêt du travail du sol, c'est que ça fait plonger quand même les racines. On a pu voir l'année dernière notamment que les vignes qui étaient désherbées mécaniquement avaient tendance à mieux tenir les coups de stress hydrique importants estivaux. Des itinéraires techniques adaptables, donc suivant votre type de sol et vos besoins, vous pouvez adapter un petit peu. L'intérêt du désherbage électrique, c'est que c'est efficace. On l'a vu c'est vraisemblablement assez efficace avec une action systémique et nécessite 2, 3, 4 passages par an suivant votre tolérance à l'herbe. En termes d'inconvénients, le travail du sol, c'est que c'est très climato-dépendant. Les fenêtres sont assez courtes. Le coût augmente surtout parce qu'il y a un grand nombre de passages. Donc c'est ça qui fait que la technique est assez onéreuse. Et ça nécessite, comme on le disait tout à l'heure, un tracteur et un chauffeur. Et on peut avoir des risques de blessures de cèpes. Pour le désherbage électrique, l'inconvénient, c'est la fenêtre d'intervention qui est moyenne. Donc en fait, il faut que le sol soit sec, mais que la plante traitée soit plutôt humide et gorgée d'eau. Le prix, c'est vrai que je ne vous ai pas donné le prix pour l'instant, ça va en faire bondir plus d'un. On est sur des machines à plus de 100 000 euros. Donc voilà, c'est une machine qui est à l'heure actuelle, qui est en développement, qui a été sortie en 2019. Donc voilà, peut-être à raisonner plutôt en CUMA, parce que le nombre de passages n'est pas trop important par an, et avec une fenêtre d'intervention moyenne. À raisonner en CUMA, en groupe, ça peut peut-être être plus intéressant vu l'efficacité de la machine. Après, l'inconvénient encore, c'est que c'est une technologie qui est encore en développement. Ils ont fait des essais à droite à gauche, ils ont régulièrement des petites pannes. Donc à l'heure actuelle, à raisonner, mais voilà, ça se développe, ça avance normalement. Et là, ensuite, l'inconvénient, c'est la densité de plantation, c'est que sur vigne en dessous d'1,60 m, pour l'instant, le matériel n'est pas encore sorti. Voilà. Donc pour conclure, c'est une technologie qui a l'air prometteuse quand même. Sur le papier, ça paraît bien. 3 passages par an, pour être propre, on est bien. Donc il faudrait par contre voir le retour d'expérience qu'on peut avoir pour trouver les bonnes fenêtres sur les bonnes adventices. Ça, on va en avoir besoin assez rapidement aussi. Comme je vous le disais, le prix qui est quand même assez rebutant. Donc voilà, c'est pour ça à raisonner en CUMA plutôt qu'en individuel, ça c'est évident, même pour les grosses structures. Et encore à l'heure actuelle, la limite de la technique sur l'écartement des rangs. Donc voilà, j'en ai fini sur la présentation théorique. On est encore désolé que la machine ne soit pas présente. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Je pourrais peut-être répondre à certaines de vos questions. Alors moi, je n'ai pas forcément une question, c'est plutôt une remarque vis-à-vis de ce que tu viens de dire, Brieux. Donc nous, la Fédération des CUMA, c'est vrai que ça fait depuis 1 an et demi, en partenariat avec la Chambre, à l'époque c'était avec Alice, qu'on essaye de faire amener cette machine-là en Touraine, dans notre vignoble. C'est compliqué. La preuve aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont pas là, et c'est vrai que c'est pas évident de présenter à des constructeurs. C'est pas évident, on n'arrive pas à avoir de retour. Il y a eu une démonstration qui a été faite en Loire-Atlantique. Je revois mes collègues bientôt de l'Union des CUMA de Loire-Atlantique pour parler vraiment des résultats. Mais je vous avouerai qu'on a vraiment du mal. Depuis 1 an et demi, donc avec la Chambre, on essaie d'organiser quelque chose et on a vraiment du mal à les faire venir. Donc j'espère qu'on pourra vous présenter quelque chose. Alors, il y a
via le réseau climat et le réseau chambre. J'espère qu'on pourra vous présenter quelque chose, mais c'est vrai que pour l'instant, on a très peu de retours d'expérience. Et d'autant plus qu'en vigne étroite comme chez nous, où là, ils n'ont pas le modèle, et même quand ils peuvent venir avec un modèle, en règle générale, ils ne viennent pas ou ils ne déplacent pas. Peut-être qu'ils n'ont pas assez de matériel, non, déjà de disponible, non ou, enfin... Ils sont en partenariat avec New Holland, donc il y a des concessions à New Holland, hein, mais même pour les concessionnaires du coin, c'est compliqué. Oui, parce que nous, une vigne large, on en avait trouvé une quand même. On avait trouvé la vigne. Donc, merci de ce retour. Hein. Oui. En travail du sol, il y a une donnée nouvelle qu'on ne peut pas occulter, qui est l'arrivée des robots. Il y a des bons de commande dans l'appellation Touraine qui ont été signés pour des robots qui vont travailler 7 jours sur 7. Donc l'idée du chauffeur, du coup, de la main-d'œuvre, etc., ça va vraiment changer. Si la technologie des robots, apparemment, est mature maintenant. Oui, alors c'est vrai que la technologie est assez efficace, c'est assez intéressant. Là, on voulait montrer autre chose, justement, pour des gens qui ne voulaient pas forcément travailler le sol. Après, vous dites travailler 7 jours sur 7, d'un point de vue législatif, c'est compliqué, parce qu'il faut toujours quelqu'un dans la parcelle à côté. Même si techniquement, maintenant, les robots sont très bien pour le travail du sol, il y aura quand même la limite de déplacer le matériel. Si vous avez un parcellaire éclaté, ça va être compliqué. Et la partie législative, où il faut être à côté absolument, et on ne peut pas faire demi-tour sur les routes. Donc voilà, c'est vrai que c'est une technologie maintenant, ces robots-là, qui sont vraiment intéressantes. Pour les avoir vus en démonstration, c'est techniquement efficace, mais ça aura quand même encore quelques impacts. On voit, voilà. C'est pour présenter aussi des choses différentes. C'est vrai que le robot, on voulait... Au début, on avait pensé à proposer le robot en démonstration, et c'est vrai qu'ils sont passés il y a peu de temps, il y a 2 ou 3 mois maintenant, faire une grosse présentation. Beaucoup de vignerons les ont vus, vous les avez peut-être vus sur le terrain. On s'est dit que ça serait moins intéressant parce que beaucoup de monde l'aurait déjà vu, quoi. Mais c'est vrai qu'on regarde ça de près aussi. Moi, j'aurais une autre question sur la vie du sol, l'impact, parce que ça tue les plantes, mais ça touche aussi tout ce qui est dessous. Donc, comme on parle de préserver des insectes, toute la vie microbiologique du sol, est-ce qu'on a des données là-dessus? Oui, alors il y a des données, c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous parler de ça. L'IFV a fait des comptages sur les vers de terre, donc uniquement sur les lombrics vers de terre, pas sur la vie microbienne du sol. Et il semblerait que l'impact, il y a un impact sur donc les vers de terre qui soient collés aux racines. Cela y passe aussi en même temps. Et ça représente 5 à 10% de la population de vers de terre. Donc c'est vrai que c'est bon, voilà, c'est en thèse depuis 2019. On manque un peu de retour là-dessus. L'IFV continue à travailler. Mais sur la microfaune du sol, on n'a pas de retour à l'heure actuelle. Après, en comparatif, bon, voilà, sur un sol qui est désherbé chimiquement vraiment fort, on est sur quand même, on peut se poser aussi des questions. Et sur le travail du sol, on peut aussi se poser des questions sur l'impact sur la micro et la macrofaune. Donc voilà, c'est à l'étude et l'IFV notamment a bien conscience de ça et travaille là-dessus. Bon. Brieux, de toute façon, est avec nous aussi jusqu'à la fin, donc vous pourrez lui reposer des questions.